beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre dans l'ordre dans lequel elles m'ont été posées. Alors, c'est la question du prix de l'essence et de la rénovation des bâtiments. C'est la première question. Alors, le mouvement des entreprises de la nouvelle économie, qui est en fait un mouvement d'entreprise que nous avons créé à la suite du rapport, qui regroupe aujourd'hui, via les fédérations qui ont adhéré, environ 5 à 6 000 entreprises, s'est penché sur cette question. D'autant plus que nous avons parmi nous un certain nombre d'acteurs de la filière économie circulaire qui souffrent énormément parce que la baisse du prix du pétrole et du gaz a entraîné une baisse du prix des matières premières, qui fait que la matière première réutilisée, je ne veux pas dire recyclée, vaut aujourd'hui plus cher que la matière première vierge. Et que par conséquent, toutes les filières sont en train de capoter et qu'on repart à ventre à terre vers une économie linéaire au lieu de pouvoir poursuivre les efforts qui étaient faits vers l'économie circulaire. Donc c'est une vraie catastrophe. Donc on a réfléchi sur ce qu'on pourrait faire. Alors, on a un outil en France qui marche pas mal, qui sont les certificats d'énergie. Donc on pourrait utiliser mieux et davantage les petits certificats d'énergie, notamment pour les opérations de rénovation, monsieur, auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure. Ça, c'est une première piste. Il y en a une seconde à laquelle on a songé, qui consiste à reprendre à l'envers l'idée de la TIPP flottante. C'est-à-dire de dire, eh bien, le prix du baril devrait être 70, 80, j'en sais rien, et de considérer que c'est ce prix, que c'est un prix de référence. Et partant de là, donc de faire acquitter par le consommateur la différence et de l'affecter effectivement à des opérations de rénovation énergétique, par exemple, ou d'efficacité énergétique. Si on patine complètement sur le sujet de la taxe carbone, comme on patine sur le reste. Je veux dire par là qu'on est en face aujourd'hui d'un problème global de fonctionnement des institutions européennes, avec, me semble-t-il, une déconnexion assez importante entre la Commission et le Parlement. Un Parlement très difficile à manier, si j'ose dire, parce que avec une très forte minorité d'extrêmes, droite et gauche, qui fait que c'est très difficile de trouver des majorités, ce qui n'était auparavant pas le cas. On avait vraiment un débat beaucoup plus simple sur les sujets de fond, mais à partir du moment où vous avez des gens qui disent de toute façon c'est non parce que c'est l'Europe, très difficile de travailler. Voilà, donc je ne suis pas très optimiste sur cette affaire du carbone. Le président de la République, dans son discours à l'ONU au moment de l'accord de Paris, a redit toute l'importance qu'il attachait à un prix carbone, un prix du carbone, et c'est vrai que c'est absolument essentiel, et ça rejoint le sujet précédent dont on parlait à propos du baril. On parle toujours de la même chose. Et en fait, on parle de quoi? On parle de comment est-ce qu'on fait pour enfin arriver à internaliser les externalités négatives. Alors ensuite, monsieur, vous avez posé une question sur la question de la simplification. Moi, je suis assez de l'avis de Serge, c'est que les lois de simplification, c'est généralement des lois de complexification. Nous avons un système, donc issu de la 5e République, dans lequel on a un article 34 qui dit la loi fixe les principes fondamentaux, etc., et un article 37 qui est le pouvoir réglementaire qui explique le pourquoi du comment. Les dérives, depuis 30 ans, ont fait que la loi devient de plus en plus précise, et qu'on a des lois de 150 pages, ce qui est une absurdité totale. C'est inapplicable, le juriste que je suis ne peut pas suivre, alors j'imagine les malheureux citoyens qui sont censés ne pas ignorer la loi. Ça vous fait des tonneaux de décrets d'application qui sortent ou qui ne sortent pas, qui se contredisent ou qui ne se contredisent pas. Ça fait un pouvoir réglementaire extrêmement puissant parce qu'il faut commencer par interpréter les textes, ce qui donne évidemment beaucoup de pouvoir à ceux qui les interprètent. Et généralement des interprétations divergentes d'un bout à l'autre de l'hexagone. C'est pas interprété de la même manière.
Bon, tout ça est profondément malsain et aboutit en réalité à perdre de vue l'objectif. Parce que tout ça, c'est pas fait nécessairement pour enquiquiner les gens. C'est fait au départ parce qu'on pense que l'intérêt général est ici, justifié, etc. Donc, moi, j'ai deux propositions à faire. La première, c'est de dire, revenons à l'esprit de l'article 34, c'est-à-dire que la loi, elle fixe des objectifs. Et elle fixe des acteurs responsables de ces objectifs et des moyens de contrôler les objectifs. Et ensuite, il y a du pouvoir réglementaire si nécessaire, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'à partir du moment où on a des objectifs, des acteurs et des moyens de contrôle, on n'a pas forcément besoin derrière de régulation et de réglementation. Et là, on ne perd pas de vue l'objectif et on met l'accent sur l'effectivité du droit, ce qui est quelque chose de très important. Et donc, en fait, le système que je propose est un système un peu calqué sur le principe de la directive communautaire qui lie les États membres sur les objectifs à atteindre et les laisse libres quant aux moyens d'y parvenir. Je pense que dans beaucoup de domaines législatifs, je ne dis pas dans tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines législatifs, on pourrait faire la même chose. C'est-à-dire lorsque la mise en œuvre revient en définitive aux acteurs économiques et sociaux, à la loi de définir quels sont les acteurs, quels objectifs la loi leur donne, et comment on va contrôler ces objectifs. Et ensuite, dépatouillez-vous, si je puis dire. Faites. Ça, c'est la première proposition. Il y en a une deuxième, assez radicale, que j'avais faite en 2011. C'est toute loi votée entraîne la suppression de 2 à 3 lois. Alors, ça paraît un peu bêta, ce que je suis en train de dire, mais ça n'est pas, parce que, en fait, on se rend compte, et tu le sais, je pense comme moi, que quand on vote une nouvelle loi, on modifie les précédentes. Ça donne des textes totalement illisibles, du genre alinéa 2 de l'article 3 de la loi du machin est modifié comme suit, on rajoute 3 mots. D'accord. Donc c'est plus. Quand vous lisez ça, vous ne savez pas ce qu'il y avait dans l'article 3 de la loi machin qui a été modifié. Donc mon idée, c'est on ne fait plus ça. Vous voulez modifier une loi, vous la réécrivez. Vous faites sauter tout ce qui n'est pas nécessaire. Vous faites sauter tout ce qui n'est plus nécessaire, parce qu'il y en a sûrement plein qui n'est plus nécessaire. Et vous écrivez une loi que le lecteur lambda, citoyen français censé ne pas ignorer la loi, est capable de lire, de comprendre quand il vous lit, monsieur le législateur. Et dans le même temps, vous supprimez des lois. Mais quand je dis supprimer des lois, ça veut dire que vous supprimez avec tous les règlements qui vont avec. Les décrets, les arrêtés, les circulaires, tout ça dégage. Je vous assure qu'on allégerait notre système législatif très rapidement. La difficulté que nous avons aujourd'hui, et on le voit bien, c'est que nous n'arrivons pas à passer à un seuil, je dirais, important d'énergie renouvelable. J'ai été ministre un peu avant Serge, largement avant Serge. On était à l'époque à 13% d'énergie renouvelable en France. Grâce à l'hydraulique, il n'y avait que ça. Nous sommes aujourd'hui à 16%. C'est-à-dire qu'en 21 ans, on a fait 3 points. Il y a quand même un souci. Désolé de le dire, il y a un souci. Or, le souci, il est très simple à comprendre. L'un de vous l'a dit tout à l'heure très clairement. Le marché est stagnant. Donc, toute l'énergie renouvelable qu'on crée aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Fondamentalement, le problème est là. On n'en a pas besoin. Donc, tant qu'on maintiendra un niveau d'électricité nucléaire au niveau auquel nous sommes aujourd'hui, on n'aura pas besoin des kilowattheures supplémentaires. Donc, il faut arrêter, et c'est le gros reproche que je fais à la loi sur la transition énergétique, de dire on va passer à 40% de renouvelables si on ne change pas profondément la vision que nous avons de la place du nucléaire dans notre système. Ça ne peut pas fonctionner sur le plan économique parce que ça ne marche pas, tout simplement. C'est pas logique, c'est pas rationnel et c'est pas économique. Donc là, il y a un choix vraiment très important à faire. Et on ne progressera pas dans les énergies renouvelables si on ne baisse pas la part du nucléaire. On a un prix de l'énergie qui n'est pas cher. C'est un choix politique. La Suède, qui a un parc nucléaire important, moins que le nôtre, mais important quand même,
a fait le choix contraire. C'est-à-dire a décidé que l'électricité serait très chère. Et par conséquent a mis en place, il y a 20 ans, une politique d'efficacité énergétique rigoureuse à laquelle chacun était appelé à contribuer puisque le kilowattheure coûtait très cher. Nous, on a fait le choix contraire. On a décidé que le coût du kilowattheure serait très bon marché. Pourquoi? Parce que on considérait que l'acceptabilité du nucléaire passait par un coût très bas de l'énergie et enfin un prix très bas de l'énergie, pardonnez-moi, tout au moins de l'électricité, et que donc les Français devaient bénéficier de ce prix très bas. Bon. Maintenant on est collé, si j'ose dire, avec le tarif qui est ce qu'il est, qui est très discutable sur le plan économique, je suis entièrement d'accord, et qu'il faudrait monter. Sauf que si vous montez considérablement le prix de l'électricité, vous allez vous trouver confronté à deux problèmes. D'abord, c'est que le problème du pouvoir d'achat de beaucoup de nos concitoyens est un vrai sujet. D'autant plus important que les revenus sont modestes, parce que vous savez comme moi que les logements sociaux sont des logements chauffés à l'électricité, et que par voie de conséquence, la facture d'électricité est importante pour les foyers modestes. Et deuxièmement, l'argument « ça coûte pas cher » est un argument qui va tomber à un moment où le renouvelable va avoir besoin d'être de moins en moins aidé parce qu'il est de plus en plus compétitif. Donc voilà, ça c'est aussi un choix politique, il faut l'expliquer aux Français qui ne sont pas forcément prêts à l'entendre.